Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier cours de théorie avant la fin de la session. Ça va être une capsule un peu chargée. Malheureusement, il faut passer par là pour voir tout ce que j'avais envie de vous présenter. Donc aujourd'hui, la capsule porte sur le mouvement souverainiste. De la Révolution tranquille jusqu'aux années 70, jusque même aux années 80. On va passer à travers toutes les grandes étapes, les grands jalons de cette époque très chargée d'un point de vue historique. Je vous rappelle que demain, donc mardi, le 1er décembre, il va y avoir un test de connaissances qui va ressembler au premier test que vous avez fait quand j'ai commencé le cours. Donc, ça va se faire sur Socrative. Vous allez avoir environ une demi-heure pour le faire et il va y avoir une vingtaine de questions. Les questions vont porter sur les cours de théorie qu'on a vus ensemble. Donc, sur le cours sur la Révolution tranquille, sur le cours sur la littérature de la Révolution tranquille, et finalement, ce cours-ci sur l'indépendance, sur le souverainisme. Donc, vous allez avoir droit à tout votre matériel, parce que de toute façon, je ne pourrais pas surveiller l'accès que vous avez à votre matériel. Vous allez avoir droit donc au PowerPoint. Je vous suggère quand même de les réviser et de les relire avant l'examen. Normalement, en les relisant, vous devriez avoir les réponses des questions qui vont vous être posées dans ce petit test-là. Donc, c'est pas un test qui est très stressant. Là. Ça vaut pour 2,5%. Fait que si vous étudiez bien, c'est des points, c'est un peu des points gratuits. Donc, on va commencer. Donc, la route vers l'indépendance. Donc, comme on l'a vu dans les cours sur la Révolution tranquille, puis un peu dans notre cours sur Gaston Miron, le mouvement souverainiste, il naît vraiment au Québec dans les années 60. C'est dans les années 60 qu'on commence à affirmer notre identité en tant que Québécois et non plus en tant que Canadiens français. C'est pendant les années 60, pendant la Révolution tranquille, qu'on commence à avoir des rêves d'indépendance. Donc, ça a été entamé, entre autres, par le Parti libéral de Jean Lesage, par notamment avec la nationalisation de l'électricité, comme on l'a vu dans le cours de théorie précédent. Donc, on cherche une plus grande indépendance par rapport aux anglophones. Et là, il y a deux événements majeurs qui vont venir déclencher ce mouvement-là, qui vont venir mettre le feu aux poudres. Donc, ça ne commence pas en 1967, mais ça va être, galvanisé là, par deux événements en particulier. Le premier est un événement plutôt positif. Donc, en 1967, le président français Charles de Gaulle il est invité au Québec par le premier ministre Daniel Johnson. Donc, de Gaulle, pour la petite histoire, on l'appelle aussi le général de Gaulle. C'était un général de l'armée des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Donc, on sait que la France a été conquise par les nazis, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que en réalité, la France a capitulé devant les forces allemandes. On a appelé ça le régime de Vichy. Hein. C'est un régime de collaboration avec le régime nazi qui était commandé par le maréchal Pétain. Et donc, Charles de Gaulle, lui, c'était un opposant au maréchal Pétain. C'était un opposant à la France de Vichy. C'était un résistant. Il a dû s'exiler en Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était condamné à mort, en fait, comme un traître à la nation parce qu'il refusait de collaborer avec les nazis. Donc, c'est un homme qui est grandement associé au mouvement de résistance, de contestation, de lutte contre l'oppression. Donc, pour ces raisons, De Gaulle, c'est un sympathisant de la cause indépendantiste. Et en 1967, quand il est invité pour l'Expo 67,
il va marquer l'histoire du Québec à jamais par un discours qui va devenir mémorable. Le petit contexte aussi, c'est que Charles de Gaulle, il est invité, entre autres, à venir faire un tour à Ottawa. Donc, il s'est transformé en visite officielle parce que c'est le président de la France. Donc, on veut qu'il vienne, qu'il aille visiter la capitale fédérale d'Ottawa. Et Charles de Gaulle il veut absolument passer par Montréal. Le truc, c'est que normalement, lors d'une visite officielle, le président est censé passer d'abord par Ottawa, qui est la capitale du pays. Là, cependant, Charles de Gaulle, il décide de passer en premier par Montréal. Cependant, Charles de Gaulle, il finit par déroger à toutes les conventions qui sont mises en place pour sa visite au Québec. Il se met à improviser. Il ne suit pas le plan qui est convenu par les autorités. Et donc, il se ramasse sur une estrade à un moment donné et il prononce un discours qui n'était pas préparé et qui n'était pas prévu par les autorités autant fédérales que provinciales. Un discours qui va être très controversé pour les autorités. Donc, on va regarder un petit peu son discours. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Vive le Canada français et vive la France! Donc, un discours absolument mémorable de Charles de Gaulle qui dit pour la première fois au Québec « Vive le Québec libre ». Donc, c'est de lui que vient cette expression. Et en fait, c'est une référence à une autre expression qu'il avait lui-même formulée dans une lettre qu'il avait écrite pour promouvoir la résistance face au régime nazi. Il avait dit dans une lettre, quand il était en exil en Grande-Bretagne, « Vive la France libre ». Donc, il reprend ces mots-là. Et donc, c'est très important parce que, en réalité, ce qui va causer la controverse, c'est entre autres qu'il compare le régime des anglophones au Québec à celui des nazis en France. Donc, c'est pas rien. C'est ça. C'est une réplique qui est très, très lourde de sens. Et ça va galvaniser le mouvement souverainiste. Vous l'avez vu, donc la foule était en délire quand il a prononcé ces mots, parce que c'était la première fois qu'un autre pays que le Québec, un président d'un autre pays venait au Québec et reconnaissait l'individualité du peuple québécois et donnait un discours en faveur de l'indépendance. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, vive le Québec libre? Mais ça veut dire vive un Québec libre du joug des anglophones. Et donc, par la suite, Charles de Gaulle, en fait, il ne va même pas se rendre à Ottawa. Ça va créer un incident diplomatique. Il va tout bonnement envoyer le gouvernement fédéral se faire voir. Et les autorités, autant provinciales que fédérales, vont se retrouver un peu dans le pétrin à cause de Charles de Gaulle. Et ça va mettre en branle là, toute une série d'événements de plus en plus
contestataires de l'autorité anglophone. Il y a un deuxième élément déclencheur majeur qui survient en 1968 lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste et à la veille de l'élection fédérale. Pierre Elliott Trudeau se présente sur l'estrade. Donc Pierre Elliott Trudeau, vous le connaissez peut-être comme étant le père de Justin Trudeau, notre premier ministre canadien actuel. Donc Pierre Elliott Trudeau, c'est un Québécois. Mais c'est un fédéraliste, donc c'est un homme qui considère que le nationalisme québécois, que l'indépendantisme ne sont pas des mouvements qu'il faut encourager. Donc c'est un homme qui croit plutôt à l'union du Canada, donc il croit à un Canada uni et non pas à un Québec indépendant. Donc, pendant ce défilé de la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête nationale du Québec, et aussi à la veille de l'élection fédérale qui va le porter au pouvoir, parce qu'avant ça, il est seulement député, Pierre Elliott Trudeau, il va se pointer donc, sur l'estrade, et sa présence va être perçue comme une provocation. Aussitôt qu'il apparaît sur l'estrade, il est hué, et devant son refus de partir, des émeutes se déclenchent. Donc, la police va devoir intervenir. 290 personnes vont être arrêtées, 125 vont être blessées par les policiers. Et l'événement va prendre le triste nom de lundi de la matraque. Donc ça se passe un lundi. Et donc lundi de la matraque parce que les gens se sont fait battre à la matraque. Parce que, c'est ça, c'était considéré comme de la provocation qu'un fédéraliste se pointe à un événement pour célébrer l'identité québécoise. Donc, ça a créé beaucoup de remous. Et ensuite, le lendemain, il a été élu premier ministre du Canada. Et donc, Pierre Elliott Trudeau est très vite devenu un peu un ennemi du nationalisme québécois, un ennemi du peuple québécois. Donc, malgré le fait que notre aéroport national se nomme Pierre Elliott Trudeau, c'est pas une figure qui est très apprécié au Québec. Alors qu'il est très apprécié dans le reste du Canada. C'est un premier ministre qui est quand même relativement aimé. Parlons-en d'ailleurs un peu de Pierre Elliott Trudeau. Donc c'est un personnage assez controversé, comme je l'ai dit. Il a été ministre de la Justice de 1967 à 1968 et ensuite premier ministre du Canada de 1968 à 1984. Donc quand même très longtemps. Et parmi ses réalisations, il est responsable, premièrement, de l'abolition de la peine de mort, de la décriminalisation de l'homosexualité, de la légalisation de l'avortement et de la reconnaissance de 2 langues officielles au Canada. Donc, c'est pas un parfait salaud comme personnage, seulement c'est un premier ministre libéral, comme Justin Trudeau, et il met beaucoup l'accent sur les libertés individuelles, donc entre autres la liberté d'avorter, la liberté d'avoir une relation avec qui on veut, etc. La reconnaissance des 2 langues officielles au Canada, ça va être aussi un sujet controversé, parce qu'au Québec, on ne souhaitait pas que l'anglais soit considéré comme une langue officielle. Donc, le Québec est officiellement une province francophone. Par contre, dans toutes les institutions fédérales, les services sont offerts à la fois en français et en anglais. Donc, malgré le fait qu'il est québécois, il est farouchement opposé à l'indépendance du Québec. Il prônait un Canada uni et multiculturel. Et comme j'ai dit, il a rendu obligatoire pour les organismes fédéraux d'offrir des services en anglais et en français partout au pays. Donc des organismes fédéraux tels que l'Agence du revenu du Canada, Passeport Canada, etc. Donc c'est à lui qu'on doit le fait que ces services sont offerts dans les 2 langues, et ce, peu importe où vous êtes dans le pays. Hein. Donc même si vous êtes en Colombie-Britannique, là où il y a très peu de francophones, ils sont techniquement obligés d'offrir des services en français dans les organismes publics.
Dans tous ces remous-là, il y a deux tendances souverainistes qui se dessinent. L'une réformiste et l'autre révolutionnaire. Donc, à la gauche, vous avez le logo du Parti québécois et à la droite, vous avez le drapeau du FLQ. Et on va parler de ces deux entités dans un instant. Donc, tout d'abord, on va présenter un peu c'est quoi le réformisme. Donc, dans ces deux grands mouvements de pensée, le réformisme, c'est une croyance que le progrès social ne peut s'accomplir que via les institutions en place. Donc, par exemple, par l'utilisation des élections, le débat en chambre des communes, etc. Donc, tout ce qui se fait, disons, de la manière démocratique officielle. Donc, l'idée, c'est de faire adopter des lois par les canaux officiels. Et le grand représentant de cette mouvance, c'est René Lévesque. En 1968, René Lévesque il crée le Parti québécois et il va devenir un grand adversaire de Pierre Elliott Trudeau. Mais René Lévesque, c'est un politicien. Son combat, il va le mener en Chambre des communes, il va le mener sur des enjeux de législation, mais ce ne sera pas un militant dans les rues, par exemple. Et ça, on va voir un petit extrait d'un discours de René Lévesque qui parle justement de pourquoi il préfère le réformisme. Pourtant, il faut bien dire en même temps qu'il est fort probable, si on ne doit pas tomber dans le chaos, que des partis, ça sera encore longtemps nécessaire pour permettre à toutes les sociétés, la nôtre comme les autres, toutes les sociétés humaines qui sont imparfaites, de débattre et de décider les corrections et les progrès dont elles ont besoin, peu importe la forme qu'ils prennent ou les noms qu'ils se donnent. Il faudra continuer à avoir des partis afin de permettre aux hommes de se regrouper autour d'idées, à faire valoir et de buts à atteindre, et autour d'une action aussi bien organisée que possible en vue de faire triompher ces idées et de réaliser ces buts. C'est le choix que nous avons fait et que Gilles Grégoire évoquait quand il donnait le premier de nos objectifs fondamentaux sur lesquels nous nous sommes réunis avec le RN, de créer un État souverain de langue française par une action démocratique constante. Nous avons fait le choix de l'action politique par un parti politique. Ce qui veut dire que nous avons fait le choix aussi de nous exposer dès la prochaine au verdict électoral de nos concitoyens. Il y a des... Donc, ce qu'il dit en fait dans ce discours-là, en fait, il s'oppose au mouvement justement révolutionnaire dont on va discuter tout à l'heure, donc duquel fait partie le FLQ. Donc, dans les années 60, le FLQ milite de façon plus violente et donc par des canaux non officiels. Et René Lévesque, il regrette ça. Donc lui, il croit que la seule façon d'avoir un Québec indépendant, c'est de passer par la démocratie parlementaire. Ensuite, on a le radicalisme ou le mouvement révolutionnaire. Ici, c'est la croyance que le progrès social ne peut s'accomplir que contre les institutions en place. Donc, ça va se faire, entre autres, par l'utilisation des manifestations, des émeutes, des attentats, des révolutions, etc. Donc, des exemples récents, par exemple, de mouvements radicaux ou révolutionnaires, on a entre autres les Black Lives Matter. Donc, le mouvement Black Lives Matter se manifeste dans les rues. Les gens vont manifester dans les rues, il y a des émeutes, ils contestent, parce que, en fait, le truc, c'est que quand on fait partie du peuple, on n'a pas de pouvoir décisionnaire en Chambre des communes, on n'a pas de pouvoir auprès des autorités, on ne peut pas aller débattre dans un parlement. Donc, c'est quelque chose qui est réservé aux élus, qui est réservé aux politiciens. Et donc, quand les politiciens échouent à faire entendre
revendications de la population, alors la population a recours à un mouvement qui est plus radical. Donc, qui fait fi des institutions qui sont déjà en place. Ce sont des mouvements qui vont souvent, entre autres, se faire dans l'illégalité. C'est sûr qu'ici, ça peut faire un peu peur parce que j'ai mis attentat terroriste, j'ai mis révolution, donc ça peut effectivement se manifester de façon très violente comme ça, mais il faut garder en tête qu'un piquet de grève aussi, ça rentre dans cette catégorie-là. Des dénonciations publiques sur les réseaux sociaux, comme on a pu voir avec le mouvement MeToo, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. À chaque fois qu'on utilise des méthodes pour faire pression sur une autorité en dehors des canaux légaux, on entre dans quelque chose de radical, quelque chose de révolutionnaire. Simplement, l'action terroriste, c'est peut-être l'acte le plus extrême de ce type de mouvement. Mais on ne peut certainement pas réduire le mouvement révolutionnaire à ses actions extrêmement violentes. Et donc, en 1963, on va assister à la création du Front de libération du Québec, qu'on connaît aussi sous le nom de FLQ. Le FLQ est responsable de nombreux attentats terroristes, de vols à main armée et d'enlèvement de personnalités politiques. Donc, pas seulement pendant la crise d'octobre, qu'on va voir dans un instant, mais aussi tout au long des années 60. C'est un peu à ce à quoi René Lévesque faisait référence tout à l'heure. Donc, le FLQ va commettre des attentats, faire exploser entre autres des boîtes aux lettres, et aussi ils vont s'armer. Donc, comment ils vont s'armer? Ils vont braquer des postes de police ou des casernes militaires pour voler les armes, voler des grenades, voler des explosifs, etc. Et là, on va écouter en fait un extrait du manifeste du FLQ qui a été envoyé à Radio-Canada en 1970 pendant la crise d'octobre. Donc le FLQ, on va le voir dans un instant, mais le FLQ avait enlevé une personnalité politique et avait exigé, en plus d'une rançon, que leur manifeste soit lu à la télévision nationale de Radio-Canada. Donc voici un extrait. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. Front de libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial, le show de la Brinks, le Bill 63, la carte électorale, la taxe dite de progrès social, Power Corporation, l'assurance médecin, les gars de la Palme. Bon, je vais l'arrêter maintenant. Je vous suggère de le regarder en totalité là, après la capsule. Donc, on a compris le principe. Le FLQ, c'est un regroupement de travailleurs du Québec qui se sentent floués par la situation économique des Québécois francophones et qui veulent lutter contre cette oppression-là par des moyens plus radicaux. Il mentionne aussi qu'ils ne sont pas un mouvement d'agression, qu'ils sont plutôt un mouvement en réponse à une agression qui est subie par eux. C'est une idée qui est prévalente dans les mouvements révolutionnaires et contestataires où on utilise la violence pour lutter contre une violence beaucoup plus grande qui est subie.
Donc ici, on parle de la violence d'un système capitaliste, d'un système colonial qui opprime le peuple québécois, les francophones, les pauvres, les travailleurs, le prolétariat, tout ça. Donc le FLQ se lève contre cette oppression-là par des moyens très radicaux. Donc en fait, ces deux mouvements-là, le radicalisme et le réformisme, ils ont les mêmes objectifs. Seulement, ils vont prendre des moyens très différents pour y parvenir. Donc avant d'entrer concrètement dans la crise d'octobre, on va un peu mettre en contexte. Donc après 10 ans de réformes institutionnelles qui ont été entamées par le gouvernement de Jean Lesage, et malgré plusieurs avancées notables, la situation des Québécois n'est pas si différente qu'elle l'était il y a 10 ans. Les anglophones continuent d'exercer les professions de pouvoir et le taux de chômage atteint des sommets chez les francophones. Devant l'incapacité du gouvernement à entamer de réels changements en profondeur, le FLQ grossit ses rangs d'année en année. En octobre 1970, après des années passées à faire exploser des bombes et à braquer des postes de police ou militaires, le FLQ décide d'accélérer le processus révolutionnaire. Et donc, le 5 octobre 1970, ils enlèvent le diplomate britannique James Richard Cross. Et le FLQ demande, après cet enlèvement, à ce que leur manifeste soit lu à la télévision nationale de Radio-Canada, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils souhaitent aussi la libération de 23 prisonniers politiques. Ils veulent aussi 500 000 $ en or, ainsi qu'un avion vers Cuba ou l'Algérie pour partir en exil. Et ils veulent aussi le réemploi de 500 personnes qui ont été mises à pied par une entreprise de livraison. Ils veulent que Poste Canada les rembauche. Donc, c'est pas Poste Canada qui les avait congédiés. Donc, pour donner un exemple, c'est comme si UPS ou FedEx avaient renvoyé 500 personnes et là qu'on demandait à Poste Canada d'embaucher ces 500 personnes qui se sont retrouvées au chômage. Le 10 octobre 1970, le FLQ enlève aussi le ministre Pierre Laporte. Donc, ils ont maintenant enlevé 2 personnes. Donc, entre le 10 octobre et le 16 octobre, le gouvernement québécois va essayer de négocier avec le FLQ pour faire libérer le ministre Laporte ainsi que le diplomate britannique Cross. Malheureusement, ces tentatives vont échouer. Donc, le 16 octobre, le premier ministre du Québec va demander au premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, d'imposer la loi sur les mesures de guerre. Donc, la loi sur les mesures de guerre, c'est une loi qui a été créée spécialement pour servir en cas de guerre, justement. Elle a été créée pendant la Première Guerre mondiale et n'avait servi que à cette seule fin. Donc, cette loi, elle donne le pouvoir à l'État d'arrêter n'importe qui, sans aucune raison, et de les détenir pendant maximum 90 jours, sans avoir à donner de raison. Donc, sans preuve, ils pouvaient arrêter des gens. Et du coup, ce qui va se passer au Québec le 16 octobre, c'est que l'armée va descendre dans les rues et va aller cogner aux portes et arrêter des gens qui soupçonnent d'association avec le FLQ. Souvent des gens qui appartiennent à la gauche politique, qui ont des opinions anticapitalistes ou souverainistes tout simplement, des intellectuels, des artistes. 457 personnes qui sont soupçonnées d'avoir des liens avec le FLQ vont être arrêtées cette journée-là. 457 innocents. Et parmi ceux-ci, on compte entre autres Gaston Miron. Et aussi d'autres artistes comme Gérald Godin, dont vous avez pu lire un de ses textes lors de votre dissertation. Ou encore l'auteur Hubert Aquin et plusieurs autres. Voyant ça comme une espèce de provocation, le lendemain, le FLQ annonce avoir exécuté Pierre Laporte. Son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture à Saint-Hubert.
Donc, encore aujourd'hui, les circonstances de la mort de Pierre Laporte sont un peu nébuleuses. Donc, il y a des théories qui disent que ça serait un accident et qu'en fait, ils ont annoncé l'avoir exécuté seulement parce que bon, il était déjà mort. Donc, pourquoi ne pas revendiquer ce meurtre? Donc, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on sait par contre, c'est que Pierre Laporte est mort malheureusement pendant sa captivité. Et donc ça va avoir un énorme impact sur comment le public perçoit le FLQ, comment le public perçoit le mouvement révolutionnaire. Donc, de plus en plus, les gens vont commencer à être en désaccord avec les actions du FLQ. L'opinion publique leur est très défavorable. Et la crise ne s'arrête pas à octobre. Donc, ça continue au-delà du mois d'octobre, pendant des mois jusqu'en décembre. Et donc, c'est finalement le 3 décembre, après des mois de tentatives de négociation, que les ravisseurs de James Richard Cross, ils acceptent un sauf-conduit vers Cuba. Donc, un sauf-conduit, c'est quoi? Ils acceptent de libérer leurs prisonniers en échange d'un accès sécuritaire à un avion qui va leur permettre de s'enfuir. Donc, on ne les arrête pas. On décide de ne pas les arrêter pour sauver la vie de cet homme. Donc, en échange de la libération de leurs prisonniers, les 5 ravisseurs se voient offrir un vol vers Cuba où ils vont vivre en exil pendant 4 ans. Ensuite, ils vont vivre en exil en France. Donc, ils vont s'en aller en France et entre 1978 et 1982, chacun d'eux va revenir au Québec et va être condamné à 2 à 3 ans de prison. Donc, comme ils n'ont pas tué leurs prisonniers, ils obtiennent des sentences qui sont plutôt légères au vu des circonstances. L'une de leurs défenses, entre autres, c'est de se justifier par des circonstances historiques particulières. Donc, le fait qu'ils luttaient pour la libération du peuple québécois. Donc, c'était pas une attaque personnelle contre James Richard Cross, c'était juste un moyen de pression pour faire pression sur le gouvernement. Les ravisseurs de Pierre Laporte vont avoir un petit peu moins de chance parce qu'il est mort. Le 28 décembre, ils sont arrêtés et pour le meurtre de Pierre Laporte, ils sont tous condamnés à de lourdes peines. Donc, certains sont condamnés à 25 ans ou des peines de prison à vie. Par contre, ils sont tous libérés sous condition dans les 10 années suivant leur condamnation. La crise d'octobre va avoir des impacts énormes sur le reste de la société québécoise. Donc, comme je l'ai dit, en raison du meurtre de Pierre Laporte, le public va rejeter de plus en plus les mouvements révolutionnaires et le FLQ va devoir se dissoudre. Toutefois, en raison de la répression policière subie par les Québécois, entre autres pendant le lundi de la matraque, mais aussi pendant les événements de la crise d'octobre, le public va devenir de plus en plus hostile au fédéralisme et à Pierre Elliott Trudeau, qui va devenir donc l'ennemi numéro 1, parce que c'est lui qui a mis en place les mesures de guerre. Et au final, c'est René Lévesque et son approche parlementaire qui vont ressortir grand gagnant du conflit. Donc, on voit de plus en plus en l'élection du Parti québécois la seule solution possible pour arriver à l'indépendance. Et du coup, on va expérimenter avec la voie réformiste de plus en plus. En 1976, le Parti québécois va être élu et René Lévesque devient le premier ministre du Québec. C'est la première fois qu'un parti indépendantiste est élu au Québec. Et du coup, à partir de ce moment-là, le Québec va entamer de nouvelles réformes qui vont être similaires à celles de la Révolution tranquille. Donc, on poursuit les réformes sociales. Donc, entre autres, en 1977, on voit l'adoption de la loi 101, que vous connaissez sans doute. Le français devient la seule langue officielle au Québec. Ça se veut un peu un pied de nez à Pierre Elliott Trudeau, qui voulait que tout le Canada soit bilingue. En 1977 aussi, on voit l'amendement de la Charte des droits et libertés pour inclure la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Donc à partir de 1977, c'est plus légal de renvoyer quelqu'un de son travail parce qu'il est homosexuel. L'année suivante, en 1978, on voit la création de la Régie de l'assurance automobile, qui va devenir ensuite la SAAQ, donc la Société de l'assurance automobile du Québec.
L'année suivante encore, la création de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. La même année, la création du ministère de l'Environnement. Et la même année, la création de la Commission de la santé et de la sécurité au travail, la CSST. Donc, c'est toutes des institutions qui existent encore aujourd'hui et qui sont très importantes dans notre démocratie. Donc, la CSST s'assure de protéger les travailleurs, la DPJ s'assure de protéger les enfants et la SAQ s'assure de protéger les conducteurs. Donc, de plus en plus, on essaie de créer un filet social pour les gens. En 1980, René Lévesque considère qu'il est grand temps d'aborder enfin la question de l'indépendance. Et donc, il propose un référendum sur la souveraineté association. Donc, premièrement, c'est quoi un référendum? Un référendum, c'est un outil démocratique qu'on utilise pour faire voter les gens au milieu d'un mandat d'un politicien. Donc, entre autres, pour consulter la population au sujet d'un sujet précis. Et donc, René Lévesque, à travers ce référendum, il va proposer la souveraineté association. Donc, la souveraineté association, qu'est-ce que c'est? C'est l'obtention de la souveraineté de l'État du Québec, donc l'indépendance, et la création d'une association politique et économique entre le nouvel État indépendant et le Canada. Donc, on veut devenir indépendant, mais on veut quand même garder des relations avec le Canada. On veut quand même, entre autres, avoir une monnaie commune, et on veut garder les frontières ouvertes. On ne veut pas installer des douanes entre le Québec et l'Ontario. Donc, c'est inspiré, entre autres, par le modèle de l'Union européenne. Donc, vous savez, en Europe, les pays sont associés ensemble dans l'Union européenne. Et ça leur permet, entre autres, de partager une monnaie commune, l'euro. Ils n'ont pas de frontières entre les pays. Donc, on n'a pas besoin de passer de douanes quand on passe de la France à l'Espagne, par exemple. Donc, ça facilite beaucoup les échanges et malgré tout, les États sont tous indépendants les uns des autres. Donc, le gouvernement de l'Espagne ne peut pas décider pour le gouvernement de la France. Donc, c'est ce genre d'association qu'on souhaite établir au Québec. Le référendum de 1980 va donc se séparer en deux réponses, en deux clans, le camp du oui et le camp du non, qui va donc répondre à la question, grosso modo, est-ce que vous voulez que le Québec devienne indépendant? Et là, on va lire la question qui a été posée pendant ce référendum. Donc, vous la voyez devant vous, c'est une question qui est très longue. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Donc, on le voit, c'est une question qui est très longue et très alambiquée. Et ça, plusieurs commentateurs ils vont dire que c'est une des raisons pour lesquelles le oui va échouer. Donc, le non l'emporte à 59,56% contre 40,44% pour le oui. La défaite du oui va avoir aussi des impacts importants. Le Parti québécois va avoir de la difficulté à se remettre de sa défaite. Plusieurs députés et ministres vont démissionner. Il va y avoir des dissensions au sein du parti. Donc, les gens ne s'entendent pas. Entre autres, un des sujets de discorde, c'est la formulation de la question. La question était trop vague, ou bien elle s'assumait pas assez. Donc, les gens tout le monde se met la faute sur le dos. Tout le monde s'accuse d'avoir cafouillé. Et donc, le parti commence à être démantelé à une vitesse assez hallucinante. Par la même occasion, le Québec est aux prises avec de graves problèmes de financement, des graves problèmes de ressources économiques qui poussent le gouvernement à couper les salaires des travailleurs de la fonction publique de 20%, ce qui va à l'encontre des idéaux défendus par la Révolution tranquille. Et donc, le Parti québécois va devoir en plus gérer une crise syndicale majeure, donc des gens qui partent en grève. Donc, alors que pendant la Révolution tranquille, on défendait le syndicalisme.
Et du coup, le mouvement souverainiste va perdre de plus en plus sa popularité. Et ça va mener à 1985. René Lévesque va prendre une pause pour cause de burn-out. Donc, il va cesser d'être premier ministre pendant un temps. Il va revenir momentanément, mais il va finir par démissionner de son poste de premier ministre et de chef du Parti québécois quelques mois plus tard. Donc, René Lévesque a été très affecté par l'échec du référendum. Donc, on peut estimer que, on a vu l'échec d'abord du mouvement révolutionnaire avec le FLQ et on a vu ensuite l'échec du mouvement réformiste. Et donc, René Lévesque, peut-être qu'à ce moment-là, il se rend compte que c'est une cause perdue. Et 2 ans plus tard seulement, René Lévesque va mourir à la suite d'un malaise cardiaque. Au cours des décennies qui ont suivi la mort de René Lévesque, il est devenu de plus en plus une figure mythique de l'histoire du Québec. Donc aujourd'hui, il est considéré comme quasiment un héros national. Il faut se rappeler cependant qu'à son époque, ça a été une figure plutôt controversée après le référendum et qu'il est décédé un peu dans la honte. Avant de continuer, sachez que la prochaine partie de cette capsule ne sera pas à l'étude, ne sera pas l'objet de questions dans votre examen de demain. Elle peut vous servir pour la rédaction de vos dissertations le 4 décembre, entre autres pour composer vos sujets amenés et vos ouvertures. Mais la quête de l'indépendance ne s'est pas arrêtée à 1980. Malgré une perte de souffle dans les années 80, le mouvement souverainiste va un peu renaître de ses cendres dans les années 90. Et donc en 1995, le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, va proposer un nouveau référendum. La question cette fois va être plus claire. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995, oui ou non? Donc la question est encore un peu plus claire, par contre elle n'est pas encore tout à fait concise, et le oui échoue encore une fois à remporter la victoire. Il échoue à 49,42% contre 50,58% pour le camp du non. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette fois, c'est beaucoup plus serré que la dernière fois. La dernière fois, c'était plutôt 60 contre 40. Ici, c'est presque 50-50. Le non n'obtient que 54 288 voix en plus. Et ça va beaucoup énerver les souverainistes. Au lendemain du référendum, le premier ministre Jacques Parizeau, il va mettre l'échec du référendum sur le dos des immigrants. Donc, on va écouter une partie de son discours de défaite. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Donc, selon Parizeau, on devrait cette défaite au vote ethnique, au pluriel, et à l'argent. Le lendemain, il démissionne de son poste de premier ministre. En partie en raison de l'échec du référendum, mais aussi un peu à cause de la controverse qui entoure sa déclaration. Il faut remettre un petit peu en contexte cette déclaration. Entre 1993 et 1995, le nombre d'attributions de la citoyenneté canadienne passe de 23 799 à 43 855. Là-dessus, il y en a 11 400 qui sont accordés le mois précédant le référendum. Donc ça va pousser certains souverainistes à dire que le gouvernement fédéral il a donné la citoyenneté à des immigrants pour qu'ils puissent voter au référendum et le saboter. Ça, c'est à remettre en perspective parce que accorder la citoyenneté canadienne, ça se fait toujours beaucoup plus en période électorale, justement pour permettre aux gens de voter dans leur démocratie. Donc, c'est pas tout à fait surprenant comme situation. À noter aussi que
les immigrants ne sont pas nécessairement les seuls qui sont accusés d'avoir fait échouer le vote référendaire. Donc, plusieurs communautés autochtones se sont opposées tout au long de la campagne pour le référendum contre le projet souverainiste. Donc, ça, il y a une raison assez simple à ça, c'est que malheureusement, les frontières entre le Québec et les autres provinces ne prennent pas en considération les frontières des territoires autochtones. Donc, il y a plusieurs territoires autochtones qui chevauchent à la fois le Québec et l'Ontario. Le Québec, dans sa volonté de devenir un État souverain, aurait décidé de conserver les mêmes frontières qu'avant. Et donc, une communauté autochtone aurait pu se retrouver coincée entre deux pays, entre deux juridictions. Pour ces communautés autochtones, voter oui au référendum aurait été voter contre leurs propres intérêts. Donc on peut le voir, entre autres, sur la carte ici, la section en Bourgogne, c'est justement des communautés qui chevauchent le territoire de l'Ontario. On peut le voir aussi dans le nord du Québec, où il y a une grande population autochtone aussi. Malheureusement, il faut aborder un peu la face cachée du souverainisme. Donc, sans entrer dans les théories du complot qui veulent que le gouvernement aurait accordé la citoyenneté pour saboter le référendum, il y a quelque chose qu'on peut observer cependant, et c'est que les populations racisées, donc les populations non blanches, ne se sentent pas incluses dans le mouvement souverainiste qui, depuis les années 60, n'a tenté de rejoindre qu'un public blanc et francophone. Donc, tous les grands auteurs de la Révolution tranquille, de l'indépendance du Québec, sont des Blancs qui s'adressent à des Blancs et qui prônent la libération d'un peuple blanc, certes francophone, mais tout de même blanc. Et du coup, les populations immigrantes ne se sont pas senties concernées par ces luttes-là. Les valeurs inclusives et la promotion du multiculturalisme qui s'incarnent davantage dans le libéralisme pan-canadien du gouvernement fédéral, donc par exemple le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau ou encore celui actuel de Justin Trudeau, les immigrants se sentent plus concernés par ce type de valeurs que par les valeurs qui sont défendues par le mouvement souverainiste québécois. Le mouvement souverainiste lui-même, il est depuis les années 60 corrodé par des idéaux xénophobes et racistes. Malheureusement, le nationalisme québécois, il s'est incarné à la fois dans le rejet du pouvoir anglophone, mais aussi dans le rejet de l'immigration, qui est vu comme une nouvelle menace envers l'identité québécoise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup après le référendum de 1995. Donc vous en connaissez là, des événements marquants du clash entre cette identité supposée québécoise et l'immigration ou les différentes communautés culturelles qui habitent le Québec. Donc on a assisté à la fin des années 2000 au scandale des accommodements raisonnables. Beaucoup de personnes au Québec, en majorité des gens qui ne vivent pas à Montréal, donc qui ne côtoient pas nécessairement des populations immigrantes, se disaient révoltés d'accommodements qui étaient accordés à certains groupes ethniques. Le problème, c'est que lutter contre les anglophones et lutter contre les immigrants, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, le nationalisme, en réponse au pouvoir des anglophones qu'ils ont sur les francophones dans les années 50, 60, 70, est une réaction à une oppression qui est vécue par les Québécois. Cependant, les immigrants ne sont pas en position de pouvoir. C'est donc plutôt eux qui vivent une oppression, qui sont marginalisés, qui sont stigmatisés. Donc, plutôt que de mettre l'échec du référendum de 1995 sur le dos des votes ethniques, il serait peut-être mieux de le mettre sur le dos de l'incapacité du mouvement souverainiste à inclure tous les Québécois dans leur projet. Donc, oui, allô?
Oui. En français, là. Si vous voulez me parler, c'est en français. Donc, non, je vous parlerai pas en anglais, non. OK. Merci.